Euh, Deuxième chose, donc aujourd'hui, on va finir les cycles. Alors, on va faire les cycles frigo et on reviendra au ranking avec sous-tirage s'il nous reste du temps. Mais je préfère d'abord voir l'essentiel sur les cycles frigo, c'est-à-dire la pompe à chaleur. Voilà. Euh, j'ai vu dans le chat que quelqu'un enregistrait, super. Comme d'habitude aussi, hein, donc on va d'abord faire un petit tour d'horizon, voir s'il y a des questions organisationnelles. Les questions plus liées à la matière, on les fera fin du cours s'il nous reste du temps. Et pour être sûr d'avoir vu convenablement la pompe à chaleur. Et de toute façon, je voudrais, dans le côté organisationnel, vous dire qu'on fera une petite séance de questions-réponses la semaine prochaine. Alors, je ne sais pas encore exactement quand. Est-ce que vous avez des contraintes? Dites-moi un petit peu que je vois avec les gens des masters aussi et d'autres réunions que j'ai organisées. Est-ce que vous avez des contraintes sur, je sais pas moi, voilà, le lundi, le mardi ou le mercredi ou le jeudi ou le vendredi, vous avez déjà quelque chose qui vous prend de la journée? On va pas faire une journée de séance de questions-réponses, on va faire une heure de questions-réponses, hein, mais voilà. Est-ce que vous avez déjà des créneaux qui sont déjà bien verrouillés? Voilà. Je pense que mercredi, on a un truc d'information pour le stage en bloc 3. Merci Je sais pas Marc. trop de quelle Vous heure avez c'est. ça quand? Mercredi, la matinée, je pense. C'est de 10h à 11h, apparemment, dans l'horaire. De 10 à 11, ça va, ok. Donc ça peut être après parce que on peut faire la séance avant aussi. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer un mail pour me le rappeler parce que je dois voir aussi les masters 1 et je comptais faire ça justement mercredi matin, mais donc ça c'est pas grave, c'est qu'un créneau horaire qui est verrouillé, donc on a encore de la marge avec ça. Examen blanc le 18, le 20 je crois, mais je ne sais pas l'heure. Alors 18 et le 20. Ouais, Le bon, lundi 18, on a un QCM ok, pour les du DM. donc ça va, on va oublier le lundi. Et le 20, et le 20 tu sais pas l'heure. Ouais, ça devient compliqué, c'est pas le. Merde, ah oui, il y a le 20. J'ai un truc à 13h déjà le mercredi. Bon, on va essayer de toute façon de faire cette séance. Le 20 ne m'était pas sûr sur l'horaire de passage. Ok. Ben oui, oui, voilà, c'est ça le problème. S'il y a aussi des examens qui viennent se goupiller là-dedans. Donc moi, je vais essayer de mettre ça, on va dire grosso modo le mercredi. Parce que le lundi et le mardi, je suis déjà pris toute la journée. Et le mercredi, c'est déjà bien rempli. Et là, ça va devenir un petit peu longué. Voilà. Donc, on va essayer de mettre ça mercredi, soit vraiment le matin à 8h30, soit après 14h30. OK? Voilà. Mais que quelqu'un m'envoie un mail de toute façon avec les créneaux horaires qui sont déjà pris. Et essayez de le faire déjà aujourd'hui soir, que je puisse verrouiller cet agenda une bonne fois pour toutes. Ça va? Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions organisationnelles sur ce qui reste, des angoisses sur l'examen ou des trucs ainsi, sachant que vous pouvez aussi me poser ces questions-là à la séance de questions-réponses, hein, mais si on peut vous rassurer dès maintenant, c'est pas plus mal. Oui, monsieur, je ne sais pas si vous m'entendez. Je me demandais si vous aviez choisi définitivement la plateforme sur laquelle l'examen se ferait. Oui, c'est Webex, je pense. Je pense que c'est le Webex. Enfin, moi, j'attends les consignes de la direction, hein. Ah, ok, ça va. Mais de ce qui se dit et des échanges que j'ai eus avec Madame Vetcourt, apparemment, ce serait Webex. Ok, d'accord. Ça va? Ouais, merci. Voilà. Autre question? Pas d'autres questions? Ok. Bon, on va y aller alors sur les cycles frigo. C'est de partager cet écran. Voilà. Donc là, normalement, vous devez le voir. Quelqu'un peut m'envoyer un petit message pour être sûr que vous le voyez bien. Ouais, ok, merci Marc. Voilà, donc l'idée ici, c'est de faire un cycle récepteur, le premier qu'on va voir, et qui sera le seul d'ailleurs. Il y en a pas 50 000. Vous allez voir qu'on va laisser tomber des transparents. Quand je dis qu'il n'y en a pas 50 000, ça dépend en fait du fluide de travail. Donc l'idée,
on va lire ce transparent ensemble. Donc, chapitre précédent, on a considéré des machines thermiques qui étaient constituées de 4 processus distincts. Souvenez-vous, les cycles vapeur et les cycles à gaz, où on avait toujours une phase de compression. Soit c'était dans une pompe, soit quand c'était un cycle vapeur, soit c'était dans un compresseur quand c'était dans un cycle à gaz. Il y avait une phase de chauffe, donc un contact avec une source chaude, qui était soit, on va dire de façon indirecte, c'est-à-dire que le fluide, quand c'était de l'eau, se réchauffait et se vaporisait, donc il prenait simplement des calories, il prenait de la chaleur, il prenait des joules calorifiques, ou alors il réagissait dans la chambre de combustion quand c'était un cycle à gaz. On a déjà deux transformations. Puis la troisième transformation, c'était toujours la détente dans une turbine. Soit c'est une turbine vapeur quand on fait un cycle vapeur, soit une turbine à gaz quand on fait un cycle à gaz. Et le dernier, qui était le contact avec une source froide, qui était un condenseur quand c'était un cycle vapeur, et c'était le contact à l'air libre quand c'était un cycle à gaz. Ça, c'est ce qu'on a vu avant, 4 processus distincts qui mettaient en œuvre soit des dispositifs à circulation de fluide, des systèmes ouverts en régime, soit un système fermé à frontière mobile. Alors ça, c'est pour ça que je le lis avec vous, soit un système fermé à frontière mobile, c'est les cycles système fermé, c'est-à-dire moteur voiture, cycle diesel et cycle essence qu'on n'a pas vu et bien entendu qui ne sont pas matière d'examen. Le fluide de travail pouvait subir des changements de phase. On a vu le changement de phase dans ce que je vous ai expliqué avec le Rankine et le Rankine-Irn, ou au contraire rester dans une seule et même phase au cours du cycle. C'était les cycles à gaz, comme on a vu dans les cycles moteurs, type moteur d'avion. Nous avons traité des dispositifs à circulation de fluide constitués de 2 échanges de chaleur isobars. On l'a rappelé, ça. Contact avec la source chaude, contact avec la source froide, et ça se faisait à pression constante. Et puis de 2 variations de pression, une compression et une détente, qui étaient réalisées de manière adiabatique et réversible, donc isentropique. On considère à présent dans ce chapitre le cycle de réfrigération idéal, constitué exactement des mêmes processus. Donc c'est ça la force de la chose, c'est que ce seront les mêmes processus, un contact avec une source chaude, un contact avec une source froide, une phase de compression et une phase de détente. Phase de détente, elle sera un petit peu particulière, comme vous allez le voir. Ça veut dire qu'on va retrouver les mêmes processus, donc les mêmes composantes finalement. On va retrouver une turbine, on va retrouver 2 échangeurs de chaleur pour faire le contact avec la source chaude et le contact avec la source froide. C'est juste que là où il y avait la compression, là où il y avait la détente, qui était une turbine, on va pas mettre une turbine et je vous expliquerai pourquoi. Ce sera plutôt une vanne que l'on va mettre pour faire chuter la pression. Donc, on va considérer ce cycle de réfrigération, dans un premier temps, on va le considérer comme étant idéal. Ça veut dire que les transformations, par exemple, de compression, de compresseur seront faites de façon adiabatique réversible. Et quand on aura un échange de chaleur, soit avec une source chaude, soit avec une source froide, ce sera fait de façon isobare. Donc, constituer les mêmes processus, si ce n'est qu'ils sont parcourus en sens inverse. Donc, les cycles que l'on a vus jusqu'à présent, les cycles moteurs, ils étaient, on va dire, parcourus dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens horlogique, et on va les parcourir maintenant dans l'autre sens. Donc, on va faire en fait un cycle de soit de Joule, soit un cycle de Rankine, mais inversé. On va le faire tourner dans l'autre sens. De sorte que sa représentation dans un diagramme PV est la suivante. Alors, donc, ça, voilà, la représentation PV. Il y a en fait 2 transparents ici sur lesquels on va revenir. Donc, on va d'abord expliquer dans le diagramme PV. Donc, qu'est-ce que l'on a? On va d'abord avoir cette phase de compression ici, où on va diminuer le volume massique et on va augmenter la pression. C'est le passage dans le compresseur. On va ensuite avoir un échange de chaleur. Ici, ce sera avec la source chaude, où on va continuer à diminuer le volume massique et tout ça à pression constante. Il y aura une phase, ici, ce n'est pas une turbine, ce sera dans une vanne qui va laminer le fluide. Donc, on va faire chuter la pression et où on va augmenter le volume massique. Et ensuite, on va repasser ici à pression constante, un contact avec une autre source. Donc ici, ce sera en l'occurrence la source froide, où on va remettre tout ça à pression constante et où le volume va augmenter. Alors, petit rappel quand même, qui n'est pas anodin, c'est de rappeler ce que c'était le cycle moteur et ce que c'est le cycle récepteur. Donc, le cycle moteur, le cycle thermique, qu'est-ce qu'on y faisait ici? On avait notre machine avec un contact avec une source chaude, un contact avec une source froide et on produisait du travail. Le premier principe et le second principe exprimaient quoi? D'abord, le premier principe, tout ce qui rentre égale tout ce qui sort. Et donc, ici, on va produire du travail à raison de quelle quantité? QC moins QF étoile. L'efficacité, si j'ai mis le signe du rendement,
c'est pas une erreur, mais c'est pas très heureux de ma part d'avoir mis ça, c'est plutôt l'efficacité thermique, l'effet utile, c'est-à-dire le travail qu'on a rendu, W qu'on étoile, parce que sinon il est pris négativement d'après les conventions égoïstes, sur ce qui nous a coûté ça thermiquement parlant, c'est-à-dire le QC qu'on a amené ici. Petit rappel, donc qu'est-ce qu'on faisait? W étoile, c'était le QC moins Q étoile F, ce que je vous rappelais ici, donc c'est 1 moins Q étoile F sur QC. Et le second principe dit que pour que ça fonctionne, on est obligé d'avoir un contact avec une source froide ici. Si on est obligé d'avoir un contact avec une source froide là-bas, ça veut dire que le QF, le Q étoile F, n'est pas nul. Et à partir du moment où il n'est pas nul, ça veut dire qu'on a une efficacité qui est forcément inférieure à 1. Ce sont les cycles de Carnot, de Rankine, de Joule que l'on a pu voir. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est la machine frigo, c'est le sens inverse. C'est-à-dire qu'on va fournir du travail à notre système, W, afin qu'il mange une quantité de chaleur à la source froide, QF, et qu'il rende tout ça, le tout ça c'est W et le QF, qu'il rende tout ça à la source chaude. Dans ce cas-là, on avait vu qu'on avait deux types d'efficacité, une efficacité frigorifique et une efficacité calorifique, selon le point de vue dans lequel on se plaçait, c'est-à-dire selon l'effet utile qu'on recherchait. Est-ce que notre but, c'est de faire du froid, c'est-à-dire de pomper de la chaleur ici à la source froide, auquel cas l'efficacité, c'est QF sur W. Avec les petites manipulations d'usage ici, on arrive à ceci. Toujours avec la même idée, on remplace ici le W par ce qu'il vaut là-bas, c'est-à-dire que le W additionné au QF, vaut le QC étoile. Alors ça, c'est le point de vue, cette efficacité frigorifique, c'est le point de vue de mon objectif est de produire du froid, c'est-à-dire de retirer ici des joules de chaleur à la source froide. C'est vraiment la machine frigo telle qu'on l'entend, c'est-à-dire un frigo, un congélateur, un surgélateur, des choses ainsi. On essaye d'extraire des joules de la source froide et de recracher ça vers la source chaude. Dans le cadre de votre frigo, la source froide, ce sont les aliments qui sont dans votre frigo. La source chaude, c'est quoi? C'est l'atmosphère. On a un autre point de vue. Le frigo, il sert à faire quoi? Il sert à retirer de la chaleur des aliments. Il ne sert pas à réchauffer votre cuisine. Et pourtant, c'est ce qu'il fait. Il relâche de la chaleur à la source chaude. Maintenant, on a l'autre objectif qui est vraiment de produire ici de la chaleur. C'est le principe de la pompe à chaleur. C'est-à-dire, on va aller, ce qui nous intéresse, c'est la quantité de chaleur qu'on va rendre ici à la source chaude en allant puiser de la chaleur vers une source froide. Dans le cadre de la pompe à chaleur, comme on va le voir, elle se trouve où, cette source de chaleur, la source froide? Ça peut être, par exemple, l'atmosphère, où on va aller puiser de la chaleur dans cette atmosphère. Ça peut être une source de type géothermique, donc enfouie dans le sol, avec le passage de la nappe phréatique. Donc ici, on va avoir une efficacité du chaud qui sera l'effet utile, c'est-à-dire la production de chaleur à la source chaude, Q étoile C, sur W, avec les petites manipulations d'usage, le W ici qu'on remet sous la forme QC étoile moins QF. Voilà ce qu'on obtient comme efficacité. Alors, sans même regarder les numérateurs et les dénominateurs, si on regarde ici, si on regarde cette expression-ci, on voit tout de suite que l'efficacité dans le cadre d'une production de chaud est nécessairement supérieure à 1, puisque votre QC étoile, ce n'est jamais que la somme de W et de QF. Donc, vous avez un numérateur qui est plus grand que votre dénominateur. Donc, les pompes à chaleur auront des efficacités qui sont supérieures à l'unité. C'est pour ça qu'on préfère parler plutôt d'efficacité plutôt que de rendement. Et d'ailleurs, dans le cadre de la pompe à chaleur, on n'appellera même plus ça efficacité, mais on appellera ça COP, COP, on va le rappeler plus tard. C'est le coefficient de performance de la pompe à chaleur. Alors, ça c'est pas du blabla, c'est pour votre culture générale, vous pouvez le lire, mais donc, qu'est-ce que j'ai remis ici? J'ai remis, là on n'est pas encore dans la pompe à chaleur, on est vraiment dans les machines frigo, cette industrie du froid, elle est pas négligeable, et donc il y a en réalité différents niveaux de froid que vous pouvez avoir. Donc, dans les machines frigo, suivant l'application et suivant les plages de température qu'on essaye d'atteindre, on a différents types d'applications. Par exemple, de l'ambiance, la température ambiante à 20 degrés à 5-10 degrés, c'est le conditionnement d'air ou le principe alimentaire de certains frigos. C'est plutôt, on est même plutôt à 4 degrés pour des frigos. Je pense ici, par exemple, à des frigos, peut-être pas le frigo que vous avez dans votre cuisine, mais des présentoirs frigos chez un boucher.
De 10 degrés à moins 18 degrés Celsius, c'est de la conservation des denrées alimentaires, la production de glace ou de la congélation, c'est votre congélateur. De moins 18 à moins 40, c'est la surgélation, donc il y a une différence entre congélateur et surgélateur, c'est de la conservation de denrées périssables pendant plusieurs mois. Avec, si vous mettez vos aliments dans votre congélateur jusqu'à, on va dire, moins 20 degrés à peu près, vous pouvez les garder quelques semaines. Si vous voulez les garder plusieurs mois sans risque de contamination et de salmonellose, par exemple, vous devez descendre à des températures un petit peu plus basses, moins 25, moins 30 degrés, voire même jusqu'à moins 40. Et puis alors, on a les températures beaucoup plus basses, jusqu'à moins 200 degrés. Ce sont des applications industrielles, c'est plutôt de l'industrie chimique ou alimentaire, comme de la liquéfaction de l'air et de gaz naturel, ou le principe de lyophilisation. Et sous les moins 200 degrés, alors on arrive dans des applications industrielles de type, par exemple, spatial, avec de la propulsion fusée, de type hydrogène et oxygène liquide. Voilà. C'est anecdotique dans le cadre de la thermo, c'est pour vous dire qu'il y a différents niveaux de froid qu'on peut atteindre. Et donc, pour produire ce froid, il y aura aussi différents niveaux de dépenses énergétiques au niveau du travail qu'il va falloir amener. Alors, c'est probablement le slide le plus important du chapitre, celui-ci, qui va vous expliquer le cycle frigo à compression de vapeur. Je vous dis ça parce que si on va plus loin, je vais revenir bien entendu à ceci, mais si on va plus loin, vous allez voir, ça vous pouvez, voilà, à partir du slide 17, vous pouvez oublier que c'est le cycle frigo à air. Ça veut dire qu'il y a bien deux fluides de travail possibles. On peut faire ça avec un fluide de travail qui est, on ne va pas dire que c'est l'eau, hein, vous doutez bien qu'on ne va pas pouvoir prendre de l'eau, mais on va prendre un fluide frigorigène. Avant, on y mettait, par exemple, dans votre frigo, vous mettez du fréon, ce sont des gaz extrêmement toxiques qu'on a abandonnés, on utilise maintenant d'autres sortes de gaz. Et donc, on peut faire ça avec un liquide qui va passer sous forme de vapeur, et dans auquel cas le cycle frigo est en réalité un cycle de Rankine inversé, Rankine-in inversé, mais on pourrait trouver le pendant du cycle de Joule inversé aussi, avec un cycle frigo à air, donc le fluide de travail va être de l'air. Ce sont des applications bien plus rares, c'est plutôt utilisé dans l'aéro, donc ça, on le laisse tomber, c'est nettement moins intéressant. On va voir ce qu'on va faire, ce que vous avez réellement dans vos applications de tous les jours, donc c'est de savoir comment fonctionne une pompe à chaleur. Alors voilà, c'est justement le graphe le plus important à bien comprendre, c'est le principe de fonctionnement de la pompe à chaleur. Ici à gauche, vous avez vraiment le schéma de principe de la pompe à chaleur, et à droite, vous avez quoi? Vous avez le schéma de fonctionnement dans un diagramme TS. Bien entendu, ils sont à mettre en regard. Donc, on va d'abord essayer d'expliquer celui-ci à gauche et puis de switch après sur celui à droite. À gauche, qu'est-ce qu'on voit? On voit les différents composants de notre pompe à chaleur. La pompe à chaleur, elle a déjà, en premier lieu, elle a un compresseur. Le compresseur, ça va être ce qui va amener le travail. Et ensuite, deux échangeurs de chaleur, un condenseur et un évaporateur. Le condenseur, il va avoir pour mission de condenser le fluide, on va le voir dans le diagramme TS. Et ce condenseur, qui est un échangeur de chaleur, donc ce condenseur, il va en fait prendre de la chaleur du fluide qui sort du compresseur et il va relâcher cette chaleur vers l'endroit où on souhaite la recevoir. En l'occurrence, si c'est une pompe à chaleur, en général, ce sera dans l'atmosphère de la maison, voire même dans l'eau des radiateurs. Ici, on a ensuite, vous voyez qu'on a une vanne capable de détente, qui est l'équivalent de la turbine. On verra pourquoi on met la turbine après. Et on a surtout l'autre élément qui est l'évaporateur, qui lui va permettre de capturer de la chaleur de la source froide pour réussir à évaporer le fluide. En clair, si on suit ce schéma ici, avec le diagramme TS, on peut réduire. En clair, qu'est-ce qu'on a? Le fluide. Alors, il faut bien commencer par quelque part. Moi, je vous propose de commencer en 1 ici. En 1, on est à la sortie de l'évaporateur. Qu'est-ce que l'on a comme fluide à la sortie de l'évaporateur? On a un fluide qui est évaporé. Autrement dit, on a une phase vapeur. Et le compresseur ne peut manger que de la vapeur. Il ne peut pas manger du liquide. Donc, vous le voyez ici sur le diagramme TS, on a la cloche. On a donc un fluide à changement de phase. Je n'ai pas dit que c'était de l'eau, hein, ni même que c'est du fréon, c'est un fluide à changement de phase. Ouais. Pour vous faire une idée, vous, par exemple, c'est du fréon. Et vous avez donc une cloche qui a cet aspect-ci. Exactement comme quand on faisait le cycle de Rankine. Le fluide arrive donc ici en 1
à la sortie de l'évaporateur et à l'entrée du compresseur sous une phase vapeur. Vous voyez qu'ici, on est juste à saturation. Ça veut dire que si j'enlevais un petit joule ici un peu avant mon évaporateur, je serais dans un équilibre liquide-vapeur avec bien entendu énormément de vapeur, un titre qui est proche de 1, mais j'aurais quand même encore du liquide dedans. Donc, il faut bien faire attention de communiquer suffisamment de chaleur à QF, à l'évaporateur, pour réussir à être ici en phase vapeur au point 1. Le compresseur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous amener, au moyen de travail, sur une autre courbe de pression. Vous voyez ici, on avait une courbe d'isopression ici, et on a une nouvelle courbe d'isopression là-bas. On amène le fluide, qui est donc de la vapeur. En termes de vapeur, c'est de la vapeur surchauffée, au point 2 ici, à une nouvelle pression. Ici, on est en phase vapeur, haute pression, vapeur surchauffée. Qu'est-ce qui se passe ensuite? On va passer dans le condenseur, qui a pour mission de condenser le fluide, c'est-à-dire de le faire retourner à une phase liquide cette fois, mais surtout de communiquer la chaleur vers le monde extérieur, c'est-à-dire l'exploitation de la chaleur. Et c'est bien entendu en relaxant cette chaleur que le fluide va pouvoir passer de la phase vapeur à la phase liquide. Ce qu'on voit ici, du point 2, on va passer au point 3 au travers du condenseur. Et vous voyez qu'au travers de ce condenseur, on reste à pression constante. C'est un condenseur idéal où il n'y a pas de chute de pression, pas de perte de charge en réalité. Et on passe du point 2 ainsi au point 3. Alors, pour ce faire, on doit d'abord passer par un point 2' intermédiaire, bien entendu, il est caché ici au sein du condenseur. Et puis, on a ce plateau où on va avoir un équilibre vapeur-liquide pour avoir finalement à la sortie que du liquide. Et on se retrouve au point 3 avec quel type de fluide? Du liquide, mais du liquide qui est toujours à haute pression. Si vous regardez ici, vous êtes toujours sur la courbe de haute pression, puisque le P3 est égal au P2, vu qu'on est dans un échangeur idéal où il n'y a pas de chute de pression. Ce qui veut donc dire que si à un moment donné, je n'enlève pas de cette pression, comme je fais un cycle et comme je boucle, le compresseur ramenant systématiquement de la pression, on va faire passer par exemple ça de 1 bar à 5 bars. Si à un moment donné, je n'enlève pas les 4 bars que le compresseur m'a amené, je vais exploser mon installation, puisque c'est cyclique. Donc, il faut un endroit où on va faire chuter cette pression. Cet endroit où on la fait chuter, c'est ici dans la soupape de détente, on appelle un tube capillaire. Je rappelle qu'une vanne, c'est quoi? C'est jamais qu'un organe qui est un fameux générateur de perte de charge et qui donc enlève de la pression suivant l'équation de Bernoulli. Et le rôle de cette soupape, le rôle de cette vanne, c'est juste de faire chuter la pression. Alors ici, vous voyez ici que vous passez de ce point-là, du point 3, au point, si on avait détendu de façon adiabatique réversible, on serait passé au point 4', c'est-à-dire de façon isentropique, sans variation d'entropie. Mais vous êtes quand même bien conscient que dans la mesure où on a une vanne, c'est un furieux générateur de perte de charge, donc un fameux générateur d'entropie. Donc on ne descend pas ici à la verticale, on ne fait pas 3, 4', mais on descend de 3 en 4 avec une production d'entropie. Un seul niveau de pression ici, qui sera donc le niveau de pression qu'on va rencontrer dans l'évaporateur, qui est donc le niveau de pression qu'on a ici à l'entrée du compresseur. Donc le chemin qu'on parcourt pour le moment, c'est 1, 2, c'est la compression. Vous voyez qu'il fonctionne de façon idéale ce compresseur. On a une phase ici du condenseur, on passe de 2 à 3 à pression constante. On chute en pression de 3 à 4 avec production d'entropie ici. On se retrouve dans la phase ici, un équilibre à la sortie de la vanne qui n'est pas que du liquide pur, c'est du liquide vapeur. Et ensuite, qu'est-ce que l'on a? La phase de 4 à 1, où on va capturer de la chaleur pour réussir à évaporer le fluide qu'on avait ici. Donc si je vous demandais quel est l'état de mon fluide en 4 à la sortie de cette vanne, vous devriez me répondre que je suis dans un mélange liquide-vapeur avec un titre ici qui n'est déjà pas négligeable et je suis à basse pression. Là, je suis au point 4. Ensuite, je vais passer dans l'évaporateur qui va capturer de la chaleur pour évaporer ce fluide et donc le refaire passer totalement ici en phase vapeur. Et tout ça à la pression ici qu'on avait à l'entrée de l'évaporateur. Donc, contact avec la source froide, c'est ici. Contact avec la source chaude, c'est ici. Passage dans la vanne, c'est ici. Passage dans le compresseur, c'est là-bas.
Petite pause ici. Y a-t-il des questions par rapport à tout ça déjà? Euh, Pardon. Moi, monsieur, j'ai une petite question. Non, je n'arrive pas à Oui? récupérer. Merci, vas-y. Tu peux aller, Euh, oui, à la limite, vas-y. Comment est-ce que vous justifieriez le passage du point 2 au point 2 prime? Du mal à. Le point 2, je l'ai dit tout à l'heure, hein, le point 2 prime, il est masqué dans le condenseur. Et donc, c'est simplement quoi? Je suis en train d'évacuer de la chaleur au travers de mon condenseur vers la source chaude. Hein, je rends de la chaleur à l'atmosphère. Et Oui. mon fluide est en train, il est tout le temps, enfin, il reste à pression constante, il est dans le condenseur. Mais il est en train d'évacuer de la chaleur. Et donc, comme il évacue de la chaleur, j'ai une vapeur qui est de moins en moins surchauffée. Et puis là, il est au bord, il est prêt à passer en phase liquide. Et puis de 2' à 3, on continue et il passe en phase liquide. Ok, oui. Ouais, voilà, en fait, j'ai compris. Merci. Question suivante. Ok, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais continuer alors. Donc ça, c'est jamais que le principe de la pompe à chaleur. Vous voyez que c'est extrêmement simple. Un compresseur, une vanne, 2 échangeurs de chaleur. Alors la petite question, c'est de se dire, tiens, pourquoi est-ce qu'on ne met pas une turbine en réalité ici? Si je mettais une turbine entre 3 et 4, ici, d'abord, je pourrais peut-être même imaginer qu'elle fonctionne de façon adiabatique réversible et détendre jusque. Alors, quel aurait été l'intérêt de mettre une turbine? C'est de voir à l'entrée de cette turbine un fluide qui est ici sous phase liquide, et puis on va le détendre, et il va passer ici sous phase liquide-vapeur. Donc déjà, c'est pas facile à concevoir cette turbine, parce que si tu as un mix entre une turbine hydraulique et une turbine vapeur, ça c'est la première des choses. L'intérêt de cette turbine, ce serait juste de récupérer du travail en réalité. Puisque mon fluide a encore une certaine enthalpie au point 3, de réussir à avoir un fluide ici au point 4, de récupérer de l'enthalpie de mon fluide au travers de cette turbine. Et on aurait vraiment le pendant du cycle de Rankine-Irm, voire même du cycle de Joule. On ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, la quantité de travail qu'on récupérerait serait négligeable et surtout, ça ferait un surcoût, bien entendu, à l'installation, puisqu'on devrait y mettre une turbine de très petite taille. La pompe à chaleur, c'est pas très grand. Hein. Donc, on devrait travailler avec des microturbines qui coûtent cher et qui plus est, mécaniquement, sont très cassantes. Et vous ne seriez pas prêt, si vous avez une pompe à chaleur, à devoir repayer un prix de fou furieux pour y remettre une turbine. Donc, on préfère se passer de cette petite énergie qu'on aurait pu récupérer au travers de la turbine et de la laisser filer, de la perdre en réalité au travers d'une vanne. Voilà. Donc, la raison pour laquelle on a une vanne de détente plutôt qu'une turbine. On y reviendra tout à l'heure un petit peu. Alors, si on regarde les différentes transformations ici, en termes de justification thermodynamique et énergétique, si on regarde les différentes phases, on a la compression adiabatique réversible, donc c'était le passage dans le compresseur entre 1 et 2. Qu'est-ce qu'on peut écrire de ça? La quantité de travail qu'on a fourni ici, c'est quoi? C'est H2 moins H1. C'est toujours cette même histoire, on fait les différences d'enthalpie au niveau du travail. Je rappelle qu'ici, dans le compresseur, c'est une transformation qui est adiabatique et réversible. Il n'y a pas d'échange de chaleur. D'accord? dQ plus dW est égal à dU. Et ici, on va avoir un dQ qui vaut 0. La quantité de travail qu'on a amené, c'est la variation d'enthalpie ici de mon fluide entre le point 1 et le point 2. On a un refroidissement isobare entre 2 et 3. C'est ce passage-ci. On va rendre de la chaleur à la source chaude. Cette quantité de chaleur qu'on rend à la source chaude, c'est quoi? C'est exactement la même chose, c'est H3 moins H2. Ce coup-ci, il n'y a pas d'échange de travail, puisqu'il n'y a pas d'organe mobile, on ne communique pas du travail mécanique, on ne retire pas du travail mécanique au fluide lors du passage dans le condenseur. Donc la quantité de chaleur, ce sera de nouveau ici H3 moins H2, donc l'enthalpie qu'on a au point 3, moins l'enthalpie qu'on a au point 2, avec le petit rappel que tout ça se fait à une pression, qui est la pression de saturation du fluide, à la température de la source chaude. Ici, c'est pas très compliqué, hein, c'est ce qu'on a vu depuis le début. Alors, il y a un truc qui est nouveau, c'est cette fameuse détente. Cette détente, qui est une détente irréversible. Donc,
ce dont je viens de vous parler avec la vanne. On passe de 3 en 4. Alors ici, est-ce que c'est un organe ouvert, c'est un système ouvert, une vanne, hein, qui va faire chuter la pression et qui va produire de l'entropie. Un S4 qui est nettement plus grand que le S3. Si j'écris le premier principe pour le système ouvert, qu'est-ce que je vais écrire? Toujours le débit massique multiplié par la variation d'enthalpie, plus la variation d'énergie cinétique, plus la variation d'énergie potentielle, égale la puissance à l'arbre, plus le flux de chaleur. Est-ce qu'il y a une puissance à l'arbre qui est échangée? Non, il n'y a aucun organe tournant. Est-ce qu'il y a un flux de chaleur qui est échangé? Non. Donc le membre de droite est égal à 0. Donc ça veut dire que dans le membre de gauche, qu'est-ce qui nous reste? Une variation d'enthalpie, une variation d'énergie cinétique, une variation d'énergie potentielle. Vous êtes bien d'accord que la variation d'énergie potentielle, elle est quand même très très faible. Hein? Une vanne, à la limite, votre vanne, elle est à l'horizontale et vous restez à la même altitude. Donc on n'a pas de variation, ou quasiment pas de variation d'énergie potentielle. Est-ce qu'on a une forte variation de l'énergie cinétique? Conservation du débit, si le débit est égal à la vitesse fois la section, si on garde les mêmes sections, on aura les mêmes vitesses. C'est pas compliqué, on va pas s'emmerder à mettre un canal de grand diamètre à l'entrée et un canal de petit diamètre à la sortie. Regardez les mêmes dimensions de canalisation. Donc on n'aura pas de variation d'énergie cinétique non plus. Donc on n'a plus que de la variation d'enthalpie. Et on lit que cette variation d'enthalpie est égale à 0. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu d'échange de travail mécanique et on n'a pas eu d'échange de chaleur. C'est ça qui est toujours un peu surprenant dans cette vanne, c'est que l'enthalpie de mon fluide, dans cette détente, elle reste constante. H4 est égal à H3. Par contre, S4 est plus grand que S3, mais le fluide est resté avec la même enthalpie. On n'a pas puisé justement dans son enthalpie. C'est bien ça, entre guillemets, le souci. C'est que mon fluide avait encore pas mal d'enthalpie en 3 et qu'en 4, il garde la même. On aurait pu, entre guillemets, l'exploiter, c'est ce que je vous disais, avec une turbine. J'ai fait le choix de ne pas le faire pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc voilà pour cette vanne. Et puis on a l'échauffement isobare classique entre 4 et 1. Ici, entre 4 et 1, où qu'est-ce qu'on va avoir? La quantité de chaleur qu'on a échangée, c'est la variation de l'enthalpie entre 1 et 4. Voilà. Alors après, c'est des termes, ça c'est du vocabulaire, ce qu'on va appeler la PFN, la production frigorifique nette. C'est cette quantité de chaleur, H1 moins H4. Ça veut dire ce que ça veut dire, hein? Production frigorifique nette, c'est-à-dire la quantité de chaleur qu'on extrait de la source froide. Et la puissance frigorifique nette, qu'est-ce qu'elle vaut? C'est le H1 moins H4 multiplié par le débit massique qui passe dans l'installation. Et ce qu'on va appeler cette fameuse efficacité frigorifique, qu'on appelle le COP dans le cadre d'une pompe à chaleur, qu'est-ce que ça vaut? Vous le voyez ici, le COP ici de la pompe à chaleur, H2 moins H3 sur H2 moins H1. On revient à ce qu'on disait, H2 moins H3, c'est où? Ça représente la quantité de chaleur qu'on a échangée avec la source chaude, donc c'est l'effet utile, c'est le produire de la chaleur à destination de la source chaude, sur H2 moins H1, H2 moins H1 c'est ici, c'est dans le compresseur, et si vous voyez, H2 moins H1 c'est le travail. Donc voilà le COP, si on devait le calculer dans ma pompe à chaleur, il faudrait que je fasse des calculs d'enthalpie, l'enthalpie au point 2, au point 3 et au point 1, pour pouvoir établir le COP de ma pompe à chaleur, où je mesure le travail que j'ai fourni à mon compresseur et que je quantifie la quantité de chaleur que j'ai reçue à la source chaude. Alors, ce qu'on voit ici, c'est l'efficacité frigo. Ce serait la même chose, sauf qu'on est focalisé sur le froid qu'on a produit, c'est-à-dire H1 moins H4. Donc, ça, je dis que c'est une pompe à chaleur, mais c'est le même principe dans votre frigo. Hein. Exactement la même chose. Dans votre frigo, vous avez un compresseur, vous avez un condenseur, vous avez un évaporateur et vous avez aussi une vanne de laminage. Ici, c'est nettement moins intéressant, enfin, c'est pas moins intéressant. Qu'est-ce qu'on a raconté? C'est le cycle frigo à compression de vapeur, toujours, mais c'est le cycle réel. C'est toutes les sources de pertes qu'on peut avoir dedans. Celui qu'on a envisagé est le cycle idéal, c'est-à-dire celui du monde des bisounours où tout se passe bien. Les sources de pertes, elles sont exactement les mêmes que dans les autres cycles. À savoir quoi? Par exemple, ici dans mon compresseur, j'ai fait l'hypothèse que je montais de 1 en 2, qu'en réalité, je ne vais peut-être pas monter de 1 en 2 ici, mais que je pourrais peut-être même monter, alors le point 2 là, il n'est pas très heureux, mais je pourrais monter de 1 en 2 prime légèrement vers la droite, parce que j'ai une production d'entropie. Ça voudrait dire aussi que, par exemple, ici, dans la phase du condenseur, j'échange de la chaleur à une pression constante. Vous voyez par exemple qu'ici,
entre 3 et 4, je ne suis pas exactement sur la même courbe d'isopression. Celle qui correspond au point 4, si vous voulez, on va faire un zoom ici, celle qui correspond au point 4, vous voyez que c'est celle qui est ici, en bas, quoi. La voici ici. Et on venait du point 3 qui était là. Donc, on se déplace de là à là et on chute un petit peu en pression, légèrement. Et comme ça, partout, de 7 en 8, c'est exactement la même chose. Vous passez sous une autre courbe d'isopression. Donc, tout ça, c'est pour vous dire que les sources de perte qu'on avait, qui étaient des sources de perte de pression, clairement dans le condenseur et dans l'évaporateur, ou des sources de perte parce qu'on produit de l'entropie dans le compresseur qu'on avait supposé idéal, elles sont toujours de mise ici dans une pompe à chaleur. Voilà pour l'essentiel de la pompe à chaleur. Et alors, on va peut-être se permettre une petite question là-dessus, et puis après on va venir sur d'autres considérations de la pompe à chaleur. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je viens de raconter? Pas de questions? Soit c'était clair, soit tout le monde a décroché. Bon. Ici, c'est un petit schéma qui reprend exactement le principe de la pompe à chaleur, mais c'est pour un petit peu vous clarifier sur les sources de chaleur qu'on peut prendre comme source froide et les sources de chaleur qu'on peut avoir comme source chaude. En fait, la pompe à chaleur, elle a été remise un peu au goût du jour vers les années 2000. Si vous faites un tout petit peu cette étude géopolitique, si vous suivez ça, on a eu un premier choc pétrolier en 73. Donc là où on a commencé à se poser les premières questions énergétiques sur le côté non durable, non soutenable de l'exploitation des sources fossiles. Et puis, c'est vite revenu à la normale. Après ce premier choc pétrolier, pour en prendre un deuxième avec une deuxième crise, l'augmentation du prix du pétrole et des préoccupations écologiques qui deviennent un petit peu plus fortes dans les années 2000. Et donc, c'est là qu'on a vu l'intérêt de ces fameuses pompes à chaleur et voir quand même que c'est magique parce que si on réfléchit un tout petit peu et qu'on revient 2 secondes ici, le COP, ce qu'il exprime ici, le COP qu'on a vu ici, il exprime vraiment la gratuité qu'on a dans la pompe à chaleur. Je m'explique. Si vous fournissez, imaginons qu'on a une pompe à chaleur qui a un COP de 4. Qu'est-ce que ça signifie? 4, c'est 4 sur 1. C'est 4 au numérateur et 1 au dénominateur. On rappelle que le COP, c'est l'effet utile sur l'effet coûteux. Donc l'effet coûteux ici, il serait de 1. Donc mettons de 1 joule. Ça veut dire que j'ai balancé 1 joule de travail au niveau de mon compresseur. Au numérateur, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'effet utile, qui est la production de chaleur ici, QC. Il serait de 4. On va avoir un COP de 4, 4 sur 1. Ça veut dire que si j'ai 4 ici et 1 qui est rentré là-bas, ça veut dire que j'ai mangé 3 à la source froide. Ce qui veut donc dire que pour 3 joules que je mange à la source froide, je vous le rappelle, est une source gratuite. On va le voir. Enfin, on va voir les différentes sources qu'on peut avoir. Pour 3 joules que je peux extraire à la source froide, je ne dépense qu'un seul joule au niveau de mon travail, du compresseur, et j'en récupère donc, mettons ici dans l'application, j'en récupère 4. Donc, le rapport est quand même vachement intéressant. D'autant que les 4 que je récupère ici, il y a les 3 gratuits que j'avais au niveau de mon évaporateur, mais il y a aussi le 1 que j'ai, entre guillemets, payé, mais que je retrouve ici au niveau de l'échange de chaleur. Donc, voilà en quoi les pompes à chaleur sont si intéressantes. Alors, pour fixer un peu les idées justement sur les différentes sources qu'on peut avoir, une source chaude et une source froide, vous avez ici, c'est le même schéma qu'on a vu tout à l'heure. C'est juste qu'on a mis pour la source froide, donc au niveau de l'évaporateur, ce qu'on peut avoir comme source, ça peut être de l'air, ça peut être l'eau, ça peut être le sol. Donc on peut faire passer des canalisations dans l'air, on peut faire passer des canalisations dans l'eau, du sol, ou même simplement dans le sol. Cette chaleur, vers où est-ce qu'on va la renvoyer après pour effectuer la phase de condensation, passer dans le condenseur? Alors cette chaleur, on peut soit de la renvoyer, mettons, dans des radiateurs, tout simplement. Ça veut dire que vous avez un contact de votre circuit qui va venir chauffer l'eau de votre qui passe dans le circuit de vos radiateurs. Et donc ça peut être des radiateurs classiques, ça peut être aussi un plancher chauffant. Juste chez moi, voilà, c'est des tubes dans le sol, dans une chape de béton, qui vont être réchauffés au travers de cette chaleur.
Et ça peut même être aussi des ventiloconvecteurs. Alors, c'est quoi des ventiloconvecteurs? C'est convecteur, tout le monde sait ce que ça veut dire, c'est une espèce de grosse soufflante dans laquelle on passe de l'air frais, que l'on réchauffe au travers de résistances et qu'on pulse après dans la pièce. En général, c'est pas dans des applications classiques, dans des lofts, il y en a de temps en temps, mais sinon, c'est plutôt dans des gros hangars. Vous avez ces gros ventiloconvecteurs qui sont au-dessus et on va pulser l'air, ça fait un bruit de fou furieux parce qu'il y a une soufflante pour évacuer cet air chaud. Donc cette chaleur, elle est exploitée dans votre circuit de chauffage en réalité. Soit que ce sont des radiateurs classiques, soit que c'est un plancher chauffant, soit que ça passe au travers d'un ventiloconvecteur. Alors, il y a ce qu'on appelle les packs, donc pompe à chaleur dite à détente directe. Vous le voyez ici dans le schéma. Dans ce cas-là, le fluide frigorigène, c'est-à-dire le fluide qui passe dans la pompe à chaleur, il passe directement dans le sol chauffant et dans les convecteurs. Donc, ça veut dire qu'il n'y a qu'un circuit en réalité. Et vous pompez de la chaleur ici à la source froide, c'est ce qu'on voit ici dans l'évaporateur, ça passe ensuite dans le compresseur, ça c'est par exemple votre plancher chauffant, ici, et puis ça revient dans le détendeur. Il y a donc qu'un seul circuit. Ça, on l'a oublié depuis quelques années, d'abord parce que ça demande énormément de fluide frigorigène, et qu'ensuite, s'il y a une rupture de canalisation, vous êtes bien dans la merde. D'autant qu'on utilisait des fluides qui étaient des fluides pas très propres, justement ces frayons et compagnie. À quoi est-ce qu'on est passé après? C'est des pompes à chaleur à fluide dit intermédiaire. Donc on va mettre deux réseaux, en fait, voire trois. On va avoir ici un circuit qui est le circuit de la pompe à chaleur. Voici ici. Donc ça, c'est le fluide de travail qui passe dans la pompe à chaleur, celle dont on a vu le schéma tout à l'heure dans le diagramme OTS, par exemple. Et on a un contact ici, un contact, alors, je n'aime pas trop le mot, mais un contact direct. Ça veut dire qu'on les met en contact au travers de canalisation, donc un nouvel échangeur de chaleur, au niveau de l'évaporateur et au niveau du condenseur, avec le sol, ou l'eau, ou l'air. Et on a ici l'habitation avec le circuit de chauffage qui est au contact du condenseur. Comme ça, on a en réalité trois circuits. Un premier circuit ici, un autre circuit là-bas, et un circuit ici, par exemple, si c'est le circuit de chauffage. Alors, c'est plus facile si c'est de l'air. Il suffit qu'on fasse passer des canalisations d'air au niveau du condenseur pour que cet air atmosphérique se réchauffe et ensuite la chaleur est rebalancée au travers d'une soufflante. Et donc ça veut dire que ça va contenir bien moins de fluide frigorigène ici au niveau de ma pompe à chaleur. Alors si on regarde ici, de nouveau pour de la culture générale, que vous sachiez un petit peu ce qu'il en est des pompes à chaleur, au niveau des boucles que l'on va faire pour capturer cette chaleur à la source froide, qu'est-ce qu'on peut avoir? Donc les pompes à chaleur type géothermique, elles captent cette énergie du sol par un circuit constitué de tuyaux en polyéthylène. Et il y a deux types de configs. Alors soit on a une config horizontale, comme c'est schématisé ici, ou on a une config verticale. La config horizontale, c'est quoi? Ce sont des boucles qui sont enterrées à faible profondeur, en général à 1 mètre de profondeur ici, et il faut compter une surface de capteur qui vaut à peu près, ça fonctionne bien, allez, on va dire 2 fois la surface habitable à chauffer. Donc c'est pas l'emprise au sol, hein. Si vous avez une maison avec 200 mètres carrés en bas et 200 mètres carrés en haut, 400 mètres carrés, et donc vous devez avoir à peu près 800 mètres carrés de terrain pour pouvoir implanter vos capteurs. Ça, c'est plutôt de la géothermie, hein, ici, c'est ce que je dis ici. Vous allez capturer la chaleur dans le sol et vous allez les renvoyer. En général, ce sera plutôt par le circuit de chauffage. On peut avoir des configurations verticales, c'est des tubes en nu qu'on va aller enfouir dans le sol à la grande profondeur, à peu près 80 mètres. Alors, ici, malheureusement, c'est une maison, je clique sur le schéma-là, mais c'est généralement pas pour des maisons, pour des particuliers, parce que ça coûte terriblement cher, et quand on est particulier et qu'on a une pompe à chaleur, en général, on a le terrain qui va autour. Ça, c'est plutôt pour des locaux de bureaux. Là où on va être dans un environnement urbain ou périurbain, on va avoir moins de surface au sol à exploiter. Puis je vous dis pas, si vous avez des bureaux, des surfaces de bureaux de 5000 mètres carrés, qu'il vous faut 10 000 mètres carrés de terrain autour pour pouvoir aller capturer la chaleur avec votre configuration horizontale, ça ne tient pas la route. Donc on est
obligé là, de mettre un circuit de captation uniquement avec une configuration verticale. Alors ça, c'est la géothermie, donc on va chercher ces chaleurs dans le sol. On peut avoir les pompes à chaleur plus classiques, les moins chères aussi, c'est de l'aérothermie, donc c'est des packs sur l'air. On va aller prélever cette chaleur dans l'air ambiant. Alors c'est simple à mettre en œuvre, hein. On n'est pas obligé de mettre des capteurs dans le sol, on n'est pas obligé de creuser. Ça paraît évident. Le souci, c'est que contrairement au sol où la température reste relativement constante, la température de l'air, elle fluctue et elle peut devenir très basse. Dans ce cas-là, les jours froids, là où la température de l'air est plus basse, où c'est justement le moment où on aimerait bien faire fonctionner sa pompe à chaleur, ben on va pouvoir extraire moins de chaleur de cet air ambiant. C'est bien ça le souci de ces pompes à chaleur de type. Alors, elles sont souvent de type RR, ça veut dire que vous pompez de la chaleur dans l'air et vous la recrachez au moyen de ventiloconvecteurs. Il y a des RO qui existent aussi, donc on prend cette chaleur dans l'air et on la recrache dans l'eau, dans votre circuit de chauffage. Ça, c'est de l'eau, tout ce qu'il y a de plus classique. Un chauffage est assuré, c'est ce que je dis ici, par de l'air chaud pulsé, c'est des pompes à chaleur RR, ou par le biais d'un circuit hydraulique qui alimente le plancher chauffant ou des radiateurs. Alors ça a aussi un autre avantage, malgré tout, c'est que c'est réversible, donc ça veut dire que ça peut être utilisé Daikin fait beaucoup ça, donc c'est un circuit reverse, ça veut dire que vous pouvez recapturer de la chaleur qui est dans votre habitation et puis la recracher après à l'extérieur. En fait, votre habitation fonctionne comme un frigo. Et donc là, c'est un conditionnement d'air que vous pouvez avoir assez facilement. Donc, ces pompes à chaleur réversibles, on en trouve à peu près partout dans le commerce. Alors, les chiffres, quelques chiffres ici. Pour être clair, le prix d'une pompe à chaleur, c'est proportionnel à la surface à chauffer, bien entendu. Hein, si vous avez une plus grosse surface, il va falloir des capteurs plus importants. Alors, gamme de prix, les pompes à chaleur RO, les moins chères, ça tourne aux alentours des 10 000 euros. Les pompes à chaleur à capteurs horizontaux, ça tourne aux alentours des, on va dire 15 000 euros, et celles à capteurs verticaux, ça tourne aux alentours de 20 000 euros. Non, ce ne sont que des chiffres, c'est des ordres de grandeur. Hein. Si vous avez 20 000 mètres carrés de bureau à chauffer, ce sera différent. Et alors, les puissances de chauffe, à quoi est-ce qu'on est? On est à peu près à du 15-20 kW que vous pouvez de puissance de chauffe. Les COP, 2.5 à 5, on a maintenant des pompes à chaleur qui montent un petit peu plus haut avec des COP de 6, 7 annoncés. Dernière petite chose ici, l'évolution du COP en fonction de l'influence de la température. Donc ça, c'est aussi à titre informatif, mais vous devez quand même pouvoir le comprendre et assez facilement. Donc ici, on a une pompe à chaleur qui va puiser la chaleur dans l'air. En abscisse, vous avez quoi? La température extérieure. En ordonnée, vous avez le COP de la pompe à chaleur. Et vous avez ici deux graphes différents, enfin deux courbes différentes, une avec une source chaude à 35 et l'autre source chaude à 50 degrés. Donc ici, vous voyez, si on se met par exemple une source chaude à 50 degrés parce que vous voulez faire du chauffage alimentaire, vous voulez tirer de l'eau chaude pour votre douche, vous voyez que le COP va augmenter, le COP augmente lorsque la température extérieure augmente. Vous avez des températures l'hiver ici proches en tout cas négatives, vous avez des COP qui sont quand même en chute libre, et puis vous regagnez du COP quand vous augmentez ici en température extérieure. Et bien entendu, le COP va être meilleur si la source chaude est plus basse, ça veut dire que vous allez pouvoir dégager plus de chaleur au travers de cette source chaude. Quelques questions sur les pompes à chaleur qu'il faut se poser quand on en met une. La première, c'est la rentabilité écologique. Ça veut dire, est-ce que c'est plus rentable que le chauffage électrique ou que le chauffage au fioul? Grosse question. Oui, c'est plus rentable. Attention quand même à des raisonnements trop rapides. Il y a aussi des matériaux qui sont consommés dans cette pompe à chaleur. Il y a aussi des fluides qui sont pas toujours très très propres, qui sont dedans. Le chauffage électrique, alors tout dépend de nouveau où vous puisez cette électricité. Quand on a des voitures électriques qu'on vend comme étant la 8e merveille du monde parce que c'est extrêmement écologique, si l'électricité qui a servi, ou un vélo électrique, j'en ai un, mais ça va dépendre
où vous êtes allé chercher cette électricité. S'il a fallu faire tourner une centrale électrique, une production électrique avec un cycle de Rankine-Irn où votre phase de chauffe est faite avec du charbon ou avec du pétrole, bah, c'est jamais qu'un dérivatif simplement d'un fuel, quoi. Donc, nettement moins intéressant, voire pas intéressant du tout. À l'inverse, si votre électricité que vous allez utiliser pour faire fonctionner votre pompe à chaleur ou votre voiture électrique ou votre vélo électrique provient d'une éolienne ou provient de l'hydroélectricité, ben ça c'est nettement plus intéressant. Notamment si vous êtes dans une phase où vous savez bien cette électricité, vous ne savez pas la stocker, ou en tout cas pas la stocker aisément, ben donc pour permettre de continuer à exploiter ces éoliennes, si cette surcharge d'électricité que vous pouvez avoir, vous pouvez la consommer pour recharger des voitures, même avec des panneaux solaires ou des vélos électriques, c'est assez sympa. Vous mettez des panneaux solaires chez vous avec un système de carport et puis vous allez recharger votre vélo électrique ou votre voiture avec ça, vous n'en avez que tout bénéfice. La rentabilité économique, c'est toujours de se poser la question, si le vendeur me propose une pompe à chaleur qui a un COP qui est double, est-ce que ça nécessite 2 fois plus de deniers, 2 fois plus d'euros à payer? Ça, je vous laisse faire le petit calcul, c'est un bon exercice à faire. Mais si vous allez, c'est regarder la part de gratuité que vous avez là-dedans. Vous avez dit tout à l'heure, quand vous avez une pompe à chaleur qui a un COP de 4, mettons, ben, la part de gratuité, c'est quoi? Vous avez 4 que vous obtenez à votre source chaude, pour 1 que vous dépensez en termes de travail, et donc la gratuité, elle est de 3 ici. Faites un peu le ratio, donc vous avez 3 de gratuit pour 4 que vous avez dans votre maison. Si vous doublez votre COP, est-ce que vous aurez toujours ce ratio ou est-ce qu'il est supérieur? Si le ratio est supérieur, ça veut dire qu'on peut payer nettement plus cher une pompe à chaleur qui a un COP qui a été multiplié par 2, par exemple. Si ce n'est pas le cas, ça vaut pas le coup. Faites le petit calcul rapidement. Avec un COP de 2, et passer à un COP de 4, vous verrez cette proportionnalité. Voilà. Alors, ceux qui suivent ici, le cycle frigo à air, c'est pas à voir. Il y a un transparent là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais revenir sur ce qui est vraiment important ici dans ce chapitre, c'est de comprendre ce diagramme TS ou un diagramme HS, hein, c'est quasiment le même, il est juste un petit peu plus plat, c'est de comprendre le fonctionnement de cette pompe à chaleur et de pouvoir de nouveau m'expliquer les différentes phases, exactement comme on l'a fait dans le ranking. C'est la chose inversée. Qu'est-ce que je fais entre 1 et 2? Ben, ici, je comprime de façon adiabatique réversible un fluide qui était sous phase ici vapeur et je le passe en vapeur surchauffée, et ainsi de suite. C'est tout ce qu'on a expliqué. C'est ça qui est réellement important dans ce chapitre. Aussi, par exemple, de pouvoir exploiter ce schéma TS et je pourrais très bien vous demander, bah, tiens, quelle est la quantité de chaleur qu'on a puisée ici à la source fin? Bah, c'est l'air sous la courbe 1,4. Bah, voilà l'air sous la courbe 1,4. Quelle est la quantité de chaleur qu'on a relâchée à la source chaude? Bah, c'est l'air sous la courbe 2,3. Je prends 2, je prends 3, je tape ici et j'ai l'air sous la courbe 2,3. Quelle est la quantité de travail qu'on a donnée là-bas? C'est l'une moins l'autre. Et ainsi de suite. Ça va? Vous demandez ici si mon compresseur ne fonctionnait pas de façon adiabatique réversible, qu'est-ce qui se passerait? Ben, on aurait une production d'entropie ici et on serait ici. Dire, tiens, est-ce que c'est intéressant au niveau du travail, par exemple? Tiens, si j'ai la vanne, si je détends un petit peu moins dans la vanne, ben, comment est-ce que la courbe 3,4 va se passer? Je dis je détends moins, ça veut dire que je produis moins d'entropie. Je vais arriver ici, de 3 à 1,4 secondes, qui serait un petit peu là-bas. Est-ce que c'est intéressant au niveau de la chaleur? Est-ce que c'est intéressant au niveau du travail? De discuter ce schéma-là, comme on l'a fait pour les autres schémas. Et pour faire ça, il faut bien comprendre ce que c'est le mode de fonctionnement ici et la pompe à chaleur. Any questions là-dessus? Ne me dites pas qu'il n'y a pas de questions. J'ai l'impression d'avoir tracé. On va dire que je me suis concentré sur l'essentiel. Pas de questions? S'il n'y a pas de questions dans le chat, mais
Tu es en train de parler. Alors, on a Loris Tenissen qui dit à tout le monde, bon, tu m'en poses des questions. D'accord. Ok. Aucune question là-dessus ou c'est moi qui n'entends pas et que le micro est de nouveau, le casque est de nouveau merdique? Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'on m'entend? Je pense pas de questions. Ok. Je pense qu'il faut qu'on digère un peu la matière. Ben oui, Ferdinand, oui, je suis bien d'accord. Et Logan qui dit c'est clair. Ok, parfait. Non, pas de questions. Bien. Ben, c'est plutôt chouette. Digérez bien cette matière. Alors, on va faire un petit rewind. On va revenir maintenant qu'on a vu ça. Donc, vous voyez que ce chapitre-là, il n'est pas compliqué. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas compliqué? Ben, parce qu'il se base sur les mêmes compétences que l'autre. Je me souviens, une demoiselle m'avait posé la question, est-ce qu'on ne va pas être handicapé pour les autres années en n'ayant pas vu la matière? Non, on a justement ciblé les points sur les compétences importantes. Alors, la pompe à chaleur, on aurait pu même entre guillemets s'en passer, sauf que c'est quand même vachement intéressant pour après, pour que vous sachiez, que vous ayez un volet un peu plus pratique dans les applicatifs. Je vois qu'il y a Youssef qui dit pourquoi lorsque l'on détend, il y a une apparition de vapeur. Alors, on va revenir à ça. De nouveau, hein, quand vous posez vos questions, essayez de le faire de façon orale et en mettant votre caméra. Alors, pourquoi est-ce que quand on détend, il y a apparition de vapeur? Donc, est-ce que tu pourrais brancher ton micro, Youssef, et me dire à quelle détente tu fais allusion? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. C'est entre le point 3 et le point 4, au niveau d'un support de détente. En fait, je vois pas pourquoi il y a une apparition de vapeur. Pourquoi on reste pas à 100% liquide? Pourquoi tu ne restes pas à 100% liquide? Ben, c'est très simple. À partir du moment où tu vas détendre dans 3 et 4, d'accord? Tu es d'accord que tu passes dans une vanne. Si tu passes dans une vanne, la vanne, c'est un putain de générateur de perte de charge. On est OK. Oui. Donc, ta pression, tu étais ici sur cette isopression et tu dois repasser sur cette isopression ici. D'accord? Oui. Tu es au point 3. Tu vas d'un point 3 vers un 4, point 4, tu ne sais pas encore où il est, mais tu vas te situer sur cette courbe-là. Or, tu ne vas pas détendre de façon isentropique, donc tu ne vas pas descendre à la verticale, mais tu vas descendre en produisant de l'entropie. Donc, tu vas aller vers la droite. Donc, si je descends, si ma consigne, c'est de descendre du point 3 pour atteindre cette courbe ici, en produisant de l'entropie, je vais descendre comme ceci. Et donc, ce faisant, j'arrive sous la cloche avec production de vapeur. En fait, si on aurait voulu 100% liquide, il fallait que la soupape diminue l'entropie, en fait. Oui, mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Voilà, c'est comme ça, Nicolas. Ça n'existe pas. D'accord, parfait, merci. Désolé pour ceux qui y croyaient encore. Et ceci dit, même si tu avais détendu dans une turbine, c'est ce que je disais au début, même si tu avais détendu dans une petite turbine hydraulique ou un hybride turbine hydraulique, turbine vapeur, tu serais descendu ici à la verticale et tu aurais été sous la cloche, quoi. Donc, production de vapeur, tu vas de toute façon en avoir. Ça va? Obligé, d'accord. Parfait, merci, Okay. monsieur. Parfait, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? Non? Je regarde dans le chat. Dis à tout le monde, quoi avec des larmes? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Par rapport à Saint-Nicolas, monsieur, Ah désolé d'avoir brisé tes rêves. Je te dis tout de suite, pour les cloches, c'est le cas aussi, et pour Noël aussi. Je suis vraiment navré. J'avais fait une dépression et je reviens. Non, ça vaut pas la peine, hein, pas là-dessus. Alors, s'il n'y a plus de questions sur là-dessus, je reviens donc, je vais refaire un partage ici. C'est jusqu'à 14h10 qu'on a, c'est ça? Ok. On va revenir ici dans nos cycles moteurs. Pour revenir à notre fameux cycle de Rankine, oui, je dis bien notre cycle de Rankine avec les soutirages, si vous vous souvenez.
et ce qu'on avait fait, ce qu'on avait vu la fois passée. On avait commencé ce cycle de Rankine avec soutirage la fois dernière. On va le continuer. En plus, ça vous aidera un petit peu pour les exercices. C'est plutôt sympa ce cycle. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans? Là, de nouveau, c'est pas très compliqué, hein. Le principe de fonctionnement, il est le même que pour le cycle de Rankine. Je reviens juste rapidement sur le principe de fonctionnement, qui est quoi? Qui est de dire, ici, dans ce cycle de Rankine avec soutirage, j'ai un débit QM qui attaque ma turbine, mais je ne vais pas tout le détendre. Qui va être tout détendu? C'est QM seconde. Il y a une portion ici au début de la turbine, la portion, on va l'appeler Q'M. Ce débit-là, lui, va être, entre guillemets, réservé. Il va participer un tout petit peu à la production de travail et de puissance électrique ici, en passant par l'alternateur, mais on va le détendre que partiellement. Vous voyez ici que le 1, ici, on était en vapeur surchauffée. Ici, on détend ici, ce débit QM va être détendu de 1 à 7, et la partie Q'M va repasser ici sur la gauche, et la partie QM seconde ici sur la droite va continuer là-bas. Le QM seconde va continuer là-bas. Donc, qui est détendu totalement? Au début, on détend totalement le QM, et après avoir détendu de quelques bars, on a une partie de ce débit. Donc, mettons qu'au début, on a, j'invente un débit de 20 kilosecondes qui est détendu du point 1 au point 7, d'accord? Donc, de cette pression-ci à cette pression-là, c'est tout ce débit-là qui est détendu. Et puis, mettons, allez, 10 kilosecondes, c'est un peu plus facile, c'est 10 kilosecondes, on va en prendre une partie, mettons 3 kilosecondes qui vont repartir là-bas, et les 7 autres kilosecondes qui vont continuer leur petit chemin ici à être détendus. Donc, ce n'est là, jusqu'au point 2, ce n'est pas la totalité de QM qui est détendue jusqu'au point 2, ce n'est que la portion QM seconde. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Parce que si on voulait un calcul de puissance, une puissance qui est réalisée ici, il faut bien entendu faire les deux portions ici de puissance. Il y a une portion qui va participer de 1 jusqu'à 7 et une autre portion qui va participer ici de 1 jusqu'à 2, qui ne sont pas les mêmes. Qui est détendu totalement, qui ne l'est pas détendu totalement. OK? Ça, on peut revenir par la suite si ça pose une question. Si ça pose question. Alors, cette portion QM seconde, elle va passer comme d'habitude dans ce condenseur ici, le contact avec la source froide. Et la portion Q'M, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Eh bien, on le voit ici, Q'M ici, va servir en réalité à réchauffer le liquide qui sort ici du condenseur, et on va lui communiquer de la chaleur, qui était de la chaleur qui est présente dans Q'M. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Comme on va capturer de la chaleur ici de ce liquide qui sort du condenseur, à raison de QM seconde, un débit QM seconde, on va lui communiquer de la chaleur qui vient de Q'M. C'est de la chaleur qu'on ne devra pas manger à l'échangeur de chaleur ici, dans la chaudière. Alors, ce faisant, on se prive quand même d'une portion de puissance qu'on aurait pu obtenir, puisque le Q'M, il n'est détendu que jusqu'à cet endroit-là. Ce n'est pas, on ne l'exploite pas jusqu'au bout. Qui est exploité jusqu'au bout? C'est le QM seconde. Donc, on se prive délibérément d'une portion de puissance que l'on aurait pu récupérer, puisqu'on ne détend le Q'M que jusqu'au point 7. Mais par contre, on va produire moins d'entropie lors de la phase de chauffe ici. Alors, si on en revient, ça c'était le principe de fonctionnement, si on en revient justement à l'efficacité du cycle avec soutirage, le Rankine simple, je ne vais pas revenir dessus, on l'a déjà fait suffisamment, l'efficacité du cycle avec soutirage, que voici ici, le Rankine avec soutirage, vous voyez que c'est QM seconde fois H1 moins H2 plus Q'M fois H1 moins H7 sur Q'M plus QM seconde fois H1 moins H11. Qu'est-ce que c'est ce bazar? D'où est-ce que ça vient? L'efficacité, c'est quoi? L'effet utile sur l'effet coûteux. L'effet utile ici, c'est quoi? C'est la quantité de puissance électrique, d'abord de puissance mécanique, que je vais réussir à produire. On a en réalité, dans la turbine, deux débits qui passent. On a le débit Q'M et on a le débit QM seconde. Alors, il rentre QM, d'accord, mais ce QM, il y a une portion qui est détendue de 1 jusqu'à 7 et une autre portion qui est détendue de 1 jusqu'à 2.
La portion qui suit une détente partielle, c'est-à-dire le débit Q', si on revient ici, c'est cette branche-ci, Q', elle va participer à la production de travail à raison de quoi? H1, puisqu'il est rentré à une enthalpie 1, il est sorti avec une enthalpie 7, et c'est quel débit? C'est Q'. L'autre, on doit le sommer, bien entendu, on retire aussi de la puissance de l'autre portion du débit. L'autre portion du débit, c'est la portion Q seconde, qui, elle, va être détendue de H1 à H2. Donc, H1, il rentre à H1, H2, oui, il sort à H2, lui, il est détendu totalement. C'est ça que je vous expliquais tout à l'heure. On a ces deux portions du débit qui sont sommatoires ici. Donc ça, c'est l'effet utile. C'est ce qu'on va récupérer comme puissance mécanique au travers de la turbine avec ces deux portions de débit qui passent dedans. Si vous hésitez, vous faites une petite analyse dimensionnelle. L'enthalpie, c'est des joules par kilo, d'accord? Ici, le débit massique, c'est des kilos par seconde. C'est donc bien des joules par seconde. C'est une puissance mécanique. C'est un nombre de watts mécaniques que l'on produit. L'effet utile, c'est au numérateur. L'effet coûteux, c'est au dénominateur. C'est qu'est-ce que l'on a dépensé comme chaleur ici, ce qu'on a dépensé au point de vue calorifique. Ici, on doit regarder dans notre schéma quel est le débit qui passe dans la chaudière. Là, c'est QM, et QM, ce n'est jamais que Q' plus QM seconde. Et là, c'est entre quoi? H1 ici et H11 là-bas. Si vous regardez dans le schéma, on sort avec une enthalpie en 11 ici, on sort de cette portion-ci, la portion liquide est ici, jusqu'à le vaporiser jusqu'en H1. Et si vous pouvez aller le voir aussi sur le schéma là-bas, en zoomant, vous allez retrouver on va y arriver, le H11 dans cette zone-ci et le H1 qui est là-bas. Donc, voici l'expression de l'efficacité du cycle de Rankine, avec soutirage. Alors ça, c'est pas encore vraiment exploitable. Et pourquoi est-ce que je veux l'exploiter? Parce que je voudrais démontrer que l'efficacité du cycle de Rankine, avec soutirage, elle est meilleure que l'efficacité du cycle de Rankine. Sinon, on ne va pas s'emmerder à faire tout ce système-là, on va avoir une moins bonne efficacité. Comment est-ce que ça se passe ensuite? C'est assez simple, il faut en réalité, déjà on va négliger la puissance de la pompe, des pompes qu'il y a dans ce cycle-là, c'est classique, pourquoi? La simple et bonne raison que ces pompes, comme on l'a dit, elles consomment une puissance mécanique qui est tellement faible par rapport à la puissance mécanique qu'on va récupérer à la turbine, qu'on peut les négliger. Ce qu'on va faire, c'est d'exprimer le bilan énergétique à un endroit. Et l'endroit, en l'occurrence, c'est les pointillés qui sont ici. C'est quoi cet endroit? C'est l'endroit, alors c'est pas un condenseur. N'oubliez pas ici, on sort avec de l'eau ici. Alors, il y a une pompe pour faire avancer l'eau. Vous voyez que l'eau ici, elle sort et elle va être mise en contact. Donc l'eau, elle passe dans ce petit serpentin ici. Elle va être mise en contact avec quoi? Elle va être mise en contact avec cette vapeur qui vient ici de Q', vapeur qui va donner de la chaleur à l'eau pour lui permettre de se réchauffer, et la vapeur fournissant de l'eau, la vapeur fournissant de la chaleur, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va précipiter ici, elle va redevenir elle aussi de l'eau en cédant cette chaleur à l'eau froide, entre guillemets. Et donc ici, vous avez ce précipité qu'il faut réactiver avec une pompe pour revenir ici et n'avoir plus que de l'eau à la même enthalpie, l'enthalpie en 11 qu'on voyait ici dans le schéma que je vous disais tout à l'heure. Et donc, il faut exprimer ce bilan de puissance à cet endroit-ci. On a deux façons de le faire. Soit on exprime vraiment ça comme un échangeur de chaleur, et on dit que ce que le chaud a perdu, c'est-à-dire ce que Q' a perdu, est égal à ce que le froid a gagné en termes de puissance calorifique. Ça, c'est assez simple à faire. On le voit ici. Donc, voici ici. Ce que le chaud a perdu et ce que le froid a gagné. En fait, le voici ici. Le chaud, c'était qui? Bon, je reviens une fois en arrière, on va essayer de le mémoriser. Le chaud, c'était qui? C'était Q'. Le froid, c'était QM seconde. Le chaud, c'est Q'. Il est rentré à quelle enthalpie? Ce chaud, il est rentré à H7 et il est sorti à quoi? À H11. De nouveau, si je reviens ici, ce fluide est rentré avec une enthalpie 7, le Q' est rentré avec 7, et il est sorti ici avec une enthalpie H11. Si j'écris Q' fois H7 moins H11, c'est quoi? J'ai un nombre qui est positif, l'enthalpie en 7 est plus grande que l'enthalpie en 11,
d'accord, puisqu'il avait plus d'enthalpie en rentrant qu'en sortant, puisque c'était de la vapeur et il est sorti sous phase liquide ensuite. Donc, Q'(m) fois H7 moins H11, ces dimensions, c'est quoi? C'est de nouveau des watts, joules par seconde. Donc, c'est le nombre de watts calorifiques que ce débit-là a perdu, qu'il a donné. Et il l'a donné à qui? Ben, il l'a donné au froid pour qu'il se réchauffe. Le froid, c'est qui? C'est Qm seconde. Si on regarde ici, Qm seconde, c'est qui? C'est le froid qui est passé de quoi? Ben, de H4 à H11. Si on retourne voir là-bas, le H4, il est où? Ben, voilà le H4, hein, dans le pointillé ici. On ne prend pas le H3, pourquoi? Parce que il se pourrait quand même que la pompe fournisse quand même un tout petit peu d'enthalpie entre 3 et 4. Donc, on va vraiment le prendre ici, H4 à l'entrée du pointillé ici, et le H11, c'est la sortie de l'eau froide qui est rentrée dans le pointillé à H4 et qui est sortie, elle aussi, à H11. Donc, j'écris ici H11 moins H4 plutôt que H4 moins H11. Pourquoi? Ben, qui est plus grand? C'est H11, c'est H4. J'ai un nom positif et un nom positif. Donc ça, c'est le nombre de watts, joules par seconde, que le chaud a donné. Et ça, c'est le nombre de joules par seconde, le nombre de watts que le froid a capturé dans cette petite boîte en pointillé. Vous voyez que ça, c'est l'expression telle qu'on l'écrit quand on écrit un échange de chaleur. Fait ce que le chaud donne égale ce que le froid mange. Il y avait une autre façon de l'exprimer. C'est pour ça que j'ai une flèche ici intermédiaire. Vous auriez pu raisonner comme étant un bilan enthalpique. Alors, un bilan enthalpique, c'est quoi? C'est de dire que ici, on peut, tout ce qui rentre égale tout ce qui sort. De nouveau, de ce pointillé. Où est-ce que ça rentre? Ici et ici. Où est-ce que ça sort? Ici. Quand ça rentre ici, c'est Q'(m) qui rentre, et le Q'(m) qui rentre, il rentre avec quelle enthalpie? H7. Où est-ce que ça rentre? C'est Qm seconde qui rentre ici avec une enthalpie H4. Donc, j'ai un nombre de watts qui rentre, un nombre de watts qui rentre, et je dois avoir un nombre de watts qui sort. Et le nombre de watts qui sort doit être égal à la somme des watts qui sont rentrés. Donc, je pourrais très bien dire Q'(m) fois H7 plus le Qm seconde fois H4 est égal à qui sort. Alors, qui sort, c'est pas Q', c'est pas Qm seconde, c'est la somme des deux. Donc, c'est Qm. Donc, c'est Qm fois H11. C'est exactement ce qu'on a écrit ici. On écrit que est rentré Q'(m) fois H7 plus Qm seconde fois H4. Et qui est-ce qui est sorti? Qm fois H11. Si vous retravaillez cette expression-ci, vous avez exactement la même que celle-ci. C'est magique. Donc ici, vous voyez que vous avez du Q'(m) fois H7 et du Q'(m) fois H11 ici. S'il change de membre, il change de signe. C'est ce qu'on a ici. Et le Qm seconde fois H11, le voici ici. Et le Qm seconde fois H4 change de membre et qui devient du Qm seconde fois H4. Donc, que vous preniez cette approche-ci ou cette approche-là, c'est exactement la même chose. Ça exprime le bilan énergétique en termes de calories au niveau de cet échangeur de chaleur, au niveau de cette petite boîte ici, qui est finalement ce qu'on a rajouté par rapport à un cycle de Rankine-Hirn classique, là où il n'y avait pas de soutirage. C'est parce qu'il y a du soutirage qu'on a dû faire ce petit montage. Une fois qu'on a ça, bon, c'est guère compliqué de développer tout ceci. Alors, c'est quoi ce développement-là? C'est jamais que de repartir de l'efficacité du cycle de Rankine avec soutirage, de distribuer ce qui doit être distribué, de simplifier ce qui doit être simplifié, pour arriver à une efficacité du Rankine-Hirn avec soutirage qui est plus grande que l'efficacité du Rankine-Hirn sans soutirage. Je vous montre deux, trois petits points. C'est des maths de 6e primaire. Hein. Regardez ce qu'on a ici. On n'a jamais fait que de recopier l'efficacité du cycle de Rankine-Hirn avec soutirage. Voyez-moi sur parole, si vous remontez ici, c'est cette expression-ci, l'effet utile sur l'effet coûteux. On n'a jamais fait que de recopier ici. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Vous voyez ici, on ne touche pas au premier terme, on ne touche pas au deuxième terme, on ne s'acharne qu'au dénominateur. Qu'est-ce qu'on a fait? On a distribué le Q'(m) sur H1 moins H11, on a distribué le Qm seconde sur aussi H1 moins H11, mais on y a rajouté H1 moins H4 plus H4, sinon on n'est pas égalitaire, donc H1 moins H4 plus H4, qu'on a lui-même splitté. Donc c'est du
QM seconde fois H1 moins H4, plus du QM seconde fois du H4 moins H11. Vous allez voir, on fait ça. Le numérateur, on n'y touche pas. Le dénominateur, ben, celui-là, on est bien content avec. Celui-là, on est bien content avec. Et c'est ici, le fameux QM seconde fois H4 moins H11, qu'on va remplacer par l'expression qu'on a établie ici, au niveau de la conservation de la petite boîte en pointillé, donc au niveau de l'échangeur de chaleur qu'on avait. On remplace l'expression ici, l'une par l'autre. Ici, le fameux QM seconde fois H4 moins H11, le QM seconde fois H4 moins H11 qu'on remplace par le Q'M fois H7 moins H11. Pourquoi est-ce qu'on va faire ça? Donc le Q'M fois H7 moins H11. Pourquoi est-ce qu'on va faire ça? Parce que ça va nous permettre, vous allez le voir ici, de regrouper que je ne dise pas de bêtises, de regrouper le Q'M ici avec le H1 moins H7, on retrouve ici, et ici le Q'M avec donc fois le H11 qui se flingue avec celui-ci. Vous avez du Q'M fois H11 et du Q'M fois H11, mais au signe opposé. Et on a une expression du coup un petit peu plus compacte. Ah, on est encore loin du compte. Le compte final, ça va être de quoi? Ça va être de mettre en évidence ici le QM seconde. Donc, on a une expression Q'M sur QM seconde. Le mettre aussi en évidence ici pour pouvoir le tuer. On va avoir un QM seconde ici. Alors ça, si vous regardez dans les répètes, c'est quoi? Le Q'M avec le QM seconde, c'est jamais que les facteurs alpha et bêta que vous avez dans les répètes. Ça exprime en fait la proportion de la branche QM seconde, donc de la branche chaude par rapport à la branche froide. C'est jamais qu'une expression en pourcentage, si vous voulez. Et alors, c'est là que la magie intervient. Vous avez tout ceci. Et ça, il paraît que c'est plus grand à cette expression qui est H1 moins H2 sur H1 moins H4. Ben oui. Alors, on ne va pas encore regarder l'efficacité du cycle de Rankine-Hirn pour le moment. Mais si on regarde ça, H1 moins H2 plus quelque chose de positif, sur H1 moins H4 plus quelque chose de positif, faites l'expérience, si c'était 1 tiers plus, ben vous mettez 1 plus 1, et ici 3 plus 1, ben vous aurez un chiffre qui est plus grand dans le membre de gauche que dans le membre de droite. On avait déjà expérimenté avec les efficacités du cycle de Rankine, quand on avait fait les essais sur les différents composants dont on faisait varier les effets. Alors ça, il paraît que c'est l'efficacité du cycle de Rankine-Hirn. Alors d'où est-ce que j'ai pondu ça? Ben, il faut juste revenir à c'est quoi l'efficacité du cycle de Rankine-Hirn. L'efficacité du cycle de Rankine-Hirn 5, la classique. Si on revient sur la classique, il paraît que c'était H3 moins H4 sur H3 moins H2. Attention, c'est pas les H3 moins H4 sur H3 moins H2 du schéma là qu'on voit avec les soutirages. On clique sur le lien ici et on retrouve le cycle de Rankine-Hirn que l'on avait. Alors, si on revient là, il paraît que c'est H3 moins H4 sur H3 moins H2. Donc, on retient ça. H3 moins H4 sur H3 moins H2. H3 moins H4 sur H3 moins H2. Donc, l'efficacité, c'était quoi? Le Rankine-Hirn classique, c'était de regarder le saut d'enthalpie aux bornes de la turbine sur le saut d'enthalpie aux bornes de la chaudière. Bah ouais, c'est l'effet utile sur l'effet coûteux. Eh bien, revenons à nos moutons. Et si on revient à ça, et que l'on faisait un Rankine-Hirn classique sur le système qu'on avait ici, selon notre nomenclature, ben, on flingue cette branche-ci du soutirage et on regarde ce que l'on a. Ce serait quoi? Ce serait ici du H1 moins H2 sur du quoi? H1 moins H11. Alors, si on retourne ici, voir ce qu'on a un petit peu ici, H1 moins H2 et du H1 moins H2 sur H1 moins H4. Donc H1 moins H2, où est-ce qu'il était? H1 moins H2, c'est les bornes de la turbine. Sur du H1 que voici, sur du H4 ici, bah oui, parce que si j'ai du Rankine classique, du Rankine-Hirn classique, toute cette branche-là n'existe pas. Hein, j'ai flingué ceci, j'ai mis une droite ici, et H4 ou H11, c'est la même chose. Donc, l'efficacité du Rankine, ici avec cette nomenclature-là, H1 moins H2 sur H1 moins H11, H11 qui vaut H4, parce qu'il n'y a pas tout ce pataquès ici. Si je reviens à mon efficacité,
qu'est-ce que j'ai ici? H1 moins H2 sur H1 moins H4, qui est l'efficacité de cycle de Rankine-Hirn. On voit donc bien qu'on a un Rankine-Hirn avec sous-tirage qui présente une meilleure efficacité que le Rankine-Hirn sans sous-tirage. Ce que vous ajoutez ici en termes d'efficacité, c'est malgré tout très léger par rapport au Rankine-Hirn classique. Il me reste 2 minutes pour conclure. Donc, le schéma d'après ici, vous n'êtes pas obligé de le regarder, de le retenir ou de le commenter. C'est juste pour vous dire que vous pouvez faire plusieurs sous-tirages, comme on le voit ici sur ce schéma-là, et que chaque fois que vous faites un sous-tirage, comme on peut le voir ici, c'est rajouter quand même un échangeur de chaleur, ceci, et rajouter des pompes pour faire circuler le fluide. Donc, ça veut dire des risques de casse aussi. Et c'est pour ça aussi que l'efficacité, elle augmente, mais parce qu'on produit moins d'entropie ici, dans la phase de chauffe de la chaudière, mais c'est pas non plus faramineux. Ce que je dis, on produit moins d'entropie, mais l'efficacité augmente très, très légèrement, puisqu'on se passe d'une portion du débit pour produire de la puissance mécanique. Donc, en clair, ce qu'on va produire comme travail, ce qu'on va produire comme puissance mécanique, elle est inférieure à celle qu'on aurait produit dans un cycle de Rankine classique. Donc, on produit moins, mais on produit un petit peu mieux. Donc, en très résumé, c'est ça. Et alors oui, on fait du soutirage, mais on ne le multiplie pas trop puisqu'on va rajouter des organes cassants, des échangeurs de chaleur, donc source de perte de charge, ou des pompes qu'on peut aussi, qu'il faut entretenir et qu'on risquerait de casser. Donc à utiliser avec parcimonie ce Rankine-Hirn avec soutirage. Voilà. Donc Rankine-Hirn avec soutirage, en matière d'examen, ça va expliquer ce qu'on a dedans, pouvoir redessiner ce cycle, il faut pouvoir expliquer toutes les différentes transformations qu'on a dans les différents composants, pouvoir expliquer la séparation du débit, il faut savoir établir le bilan de puissance ici, savoir établir l'efficacité. Alors je sais que ça fait peur quand on voit ça, mais c'est des maths de base, ça, hein. Il n'y a vraiment rien de compliqué. C'est juste d'expliquer comment on établit l'efficacité de ce cycle de Rankine-Hirn avec soutirage, pourquoi ça pourrait être meilleur qu'un Rankine-Hirn classique. Ça va? J'arrête le partage momentanément. Il est 14h10. Ceux qui doivent quitter peuvent bien entendu quitter pour ne pas être en retard à l'autre cours. J'ai une réunion dans 10 minutes. Ça veut dire que je peux encore rester 10 minutes, un quart d'heure, je pense, mon autre réunion. Donc, je peux encore rester 10 minutes, un quart d'heure pour répondre à vos questions. Je suis tout oui. Oui, bonjour. Moi, c'est Julien Humer. J'avais une question pour le chapitre 4, le slide 16. Ouais, est-ce que c'est toi qui m'as envoyé un mail? Oui, c'est ça. D'accord. Chapitre 4. Et est-ce que je peux demander d'abord, on la garde s'il n'y a pas de questions sur ce qu'on vient de voir d'abord, parce que sinon, Oui, ces questions, elles peuvent être posées à l'autre truc, faire les choses dans l'ordre. Est-ce qu'il y a d'abord des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui? Mais s'il n'y en a pas, Julien, tu reviens à la charge. Pas de questions par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui? Je regarde dans le chat. Olivier Zévert qui dit oui, 14. Ok, 14, quoi, je ne sais pas. Pas de questions par rapport à la matière d'aujourd'hui? Ça, on peut repasser la parole à Julien. Et si Olivier Zévert pouvait éclairer ma chandelle sur le oui 14? Le oui 14, en fait, c'était quand vous avez demandé à quelle heure c'était fini. Ah, ok, d'accord. À quelle heure Il ça avait dit finissait? oui 14. Oui, voilà. Ah, d'accord. Ok, désolé. C'était jusqu'à 14h seulement. Merde. Ça, je pense que c'était 14h10. Oui, ok. Merci. Ok, Julien. Donc, ta question, elle porte sur quel. C'est le chapitre 4, le slide 16. Attends, il faut que j'aille rechercher le chapitre 4. Oui. Donc, c'est le chapitre sur le second principe. Mhm. Il faut le temps que ça se charge parce que là, ma machine, elle est blindée de trucs. Et je vais aller chercher le slide 16 alors.
15-16. OK. Et je vais faire un partage d'écran que tu puisses voir. Voilà. Oui. Voilà, donc ce que je comprenais pas, c'était comment expliquer que ça violait la loi de Clausius. Parce que là, on viole d'abord la loi de Kelvin Planck. Et du coup, on doit expliquer pourquoi est-ce qu'en violant cette loi-là, on viole aussi la loi de Clausius, c'est ça? Non, non, c'est pas ça. Non, 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 non. Je pensais que c'était la démo pour ça. Non, bah, formulation du grand principe de la thermo. Regarde le slide précédent. Impossibilité de transformer intégralement une quantité de chaleur en travail entraîne l'impossibilité de créer un mouvement perpétuel de deuxième espèce. Donc, ça ne fait mention ni à l'un ni à l'autre. C'est de dire qu'à partir de la chaleur que j'extrais de la mer ici, je ne peux pas produire du travail. À partir d'une source gratuite, je ne peux pas convertir toute cette quantité de chaleur que je mange ici à la mer en travail net ici QF. Or, quand on voit ce schéma-là, ben, on dirait que toute la quantité de chaleur que j'ai extrait à la mer, je peux en produire du travail pour faire avancer mon bateau. D'accord? Oui. Or, ça, ce n'est pas possible. Pourquoi? Ben, parce que sinon, on voit qu'on aurait réussi à produire du travail à partir d'une seule source et où on voit où ça bug. C'est sur le côté réversible, des machines. Sur le côté réversible des machines, j'ai pas bien compris. Ben, enfin, là, il faut réexpliquer tout ça. Donc ça, je te propose de nous retrouver la semaine où parce que c'est recommencer le cours là-dessus, quoi. Ici, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais ici? Déjà, en plus, on a encore répondu à ça aux autres séances de questions-réponses. Donc, on a une thermopompe ici qui mange de la chaleur QF, qui rend de la chaleur à une source chaude QC ici. Pour pouvoir le faire ici, qu'est-ce qu'elle a besoin? Elle a besoin de travail, d'accord? Donc, on mange la chaleur à une source froide pour donner une source chaude. C'est qui? On ne peut pas le faire spontanément, ça. Donc, elle mange du travail QC moins QF, comme ça, le premier principe est respecté, et le travail qu'elle mange, on le note W'. Et puis, la machine ici, qui serait une machine utopique, hein, puisque c'est une machine qui va faire quoi? Elle va manger du travail à la source chaude et elle va produire du travail sans rendre de la chaleur à une source froide. Oui. On viole qui quand on fait ça? On viole Kelvin Planck. On viole Kelvin Planck, principe de Kelvin Planck. On viole le principe de Kelvin Planck, puisqu'on aurait réussi à produire du travail sans échanger avec une source froide. D'accord? Ouais. Donc ici, cette machine. Donc, en clair, cette machine, elle serait purement réversible si je faisais ça, tu vois, parce qu'elle n'échange rien avec la source froide. Donc, tout ce qu'elle mange, elle le transforme en travail. Donc, elle mange QC et elle produit du travail à raison de QC. De ce travail W, on en ponctionne une portion W', qui est au QC moins QF, pour, bien entendu, faire fonctionner la thermopompe dont on avait parlé tout à l'heure. Donc, ça veut dire qu'il va me rester quoi en net? Il va me rester W moins W', donc il va me rester QF. Et donc, manifestement, d'après ça, à partir de QF de la mer, je peux produire du travail net qui vaut QF. Je mange 10 joules à la mer, je produis 10 joules là-bas. Oui, mais ça ne marche. Pourquoi? Que parce que j'ai supposé que cette putain de machine ici ne rend rien à la mer. Or, ce n'est pas le cas. Elle va rendre à un moment donné. Et si elle rend, ben, du coup, je vais produire ici QF moins ce qu'elle a rendu. Donc, je vais produire moins que ce qui a été mangé à la mer. Ah oui, ok. Tu comprends mieux, là? Oui, c'est plus clair, ouais. Merci. Super. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions de ce type-là ou ce qu'on a fait aujourd'hui? Voilà, il reste encore 5 minutes là-dessus. Obligé d'en poser pour en poser, mais voilà, c'est le moment, c'est l'instant. Je rappellerai à ceux qui sont toujours là d'envoyer un mail, de m'envoyer un mail avec le fameux mercredi là où vous avez déjà les contraintes. On va essayer de faire en sorte que ça clope pour le plus grand monde, hein, mais le mercredi, c'est quasiment le jour optimal pour le faire. J'ai d'autres mails qui arrivent en même temps, je vais dire que ce n'est pas des infos là-dessus. C'est quasiment le jour optimal pour le faire, ça, ce mercredi, en sachant que moi j'ai déjà une réunion au début l'après-midi et aussi j'ai une réunion avec les Master 1. Mais même si vous avez examen de 10 à 11, on peut faire ça
peut faire ça à 11h30, hein, il n'y a pas de souci. Et il faut que j'aille les dates pour pouvoir fixer la date. Vous serez informé de la date via le Learn, comme d'habitude. OK? Alors, il y a encore 61 participants connectés. Bonne journée. Maxime, merci Maxime. OK, donc manifestement, il n'y a pas d'autres questions. Je reste encore là 2 minutes. Merci à ceux qui me disent merci. Bonne journée à vous, ceux qui ont déjà quitté. Bonne journée à tout le monde, ceux qui sont en train de partir. Et donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je clôture là. Donc, allez voir sur le Learn. On serait normalement informé sur la date alors des questions-réponses. Ça va? Voilà, bon courage à tout le monde. On se voit pour la séance de questions-réponses. À tout bientôt.